Protocole Gansfield Findings numéro 102. Non, je l'avais déjà dit, mais je pars en tournée cette année avec mon groupe. J'en parlerai plus en détail dans une FAQ qui sera la prochaine vidéo. Voici les dates que j'avais annoncées durant la dernière vidéo, et voici les dates qui ont été annoncées depuis. Ces dates-là, par contre, sont complètes. J'ai hâte de vous y voir. Ouais, hold on, tournée Feldup. C'est un rappeur, Feldup? À temps partiel, personne ne sait d'où vient cet enregistrement. Numéro 101. Notamment à Nantes, le 25 avril. La date a été annoncée tard, j'espère vous y voir quand même. Merci de votre compréhension. Ouais, il fait de la musique de Mers. Oh no! Encore une fois, ça ne va pas changer la quantité de vidéos cette année. Bonne vidéo, on en parlera plus tard. Revenons au 7 octobre 2021. Ce jour-là, un individu du nom de Carl92 va créer un post sur le site whatthatsong.com. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il s'agit d'une sorte de forum sur lequel les utilisateurs peuvent partager des enregistrements musicaux, dans l'objectif que d'autres arrivent à identifier qui a créé le morceau et de quel titre il s'agit. C'est en une sorte de SoundCloud. En général l'étape qui arrive après avoir fait une recherche extensive sur Google ou après avoir utilisé Shazam. Donc ce jour-là, Carl92 il va poster un petit extrait qu'il va décrire comme un morceau de pop des années 80, enregistré avec un microphone de mauvaise qualité. Il faut savoir que Carl, il avait déjà réalisé un autre post pour trouver un morceau. Et pour vous dire l'efficacité des gens sur ce site, ce mystérieux enregistrement a été trouvé en 4 heures. La communauté de Whatthatsong est peut-être pas la plus grande d'internet, mais un truc est sûr, ils sont déterminés et ils sont très efficaces. Nice. Sauf que là, il y a un problème. Ça va bientôt faire 900 jours qu'on cherche l'origine du deuxième extrait que Carl92 a posté. Yo, pourquoi j'ai des frissons? Il n'y a rien qui est effrayant, mais c'est le setup. Ah, yo. Est-ce que je suis une mauviette? Peut-être. Mais je me sentirais plus à l'aise si j'avais un couteau ou un fusil à côté de moi. Personne ne sait d'où il vient. Voici l'enregistrement. Sur Whatthatsong, quand tu fais un post, t'ouvres instantanément un fil de discussion. Si d'habitude il passe pas les 20 ou 30 commentaires, ici on a plusieurs dizaines de pages de discussion dont environ un tiers a été supprimé au cours du temps. Bon alors du coup on va chercher une archive pour être sûr de rien rater. Le jour même de la sortie du post, le 7 octobre, un utilisateur va répondre en demandant un extrait plus long. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Je ne me souviens pas de son origine. J'ai retrouvé cet extrait au milieu de très vieux fichiers sur un backup DVD. J'essayais probablement d'apprendre à enregistrer de l'audio et c'en est une trace. Le fait est que l'extrait me semble assez familier et je pensais que ça allait pas être trop obscur. J'ai essayé de le trouver avec les paroles, mais mon anglais n'est pas assez bon pour ça. Dans cette réponse, on a déjà pas mal d'informations importantes. D'abord l'idée que l'origine du sample est complètement inconnue à Carl, qu'il l'a trouvé sans se souvenir du moindre contexte d'enregistrement. Autre information importante, Carl92 n'est pas anglophone et il sera révélé plus tard qu'il est en réalité espagnol, bien qu'il refuse de dire où il vivait en Espagne à l'époque. C'est même pas forcément clair s'il est juste hispanophone. Et enfin, on a cette information que le fichier provient d'un vieux DVD contenant des données. Les gens vont donc demander à Carl s'il y a d'autres fichiers sur le DVD liés à cet extrait. Et non, aucun autre fichier n'est lié à celui-ci. Par contre, le fichier lui-même est daté de 1999, indiquant donc que le morceau ne pourrait pas être plus vieux que cette date. Seulement quelques jours après la publication de l'extrait sur le site, un individu du nom de JK va tomber sur le thread et trouver l'extrait assez fascinant. JK, à l'époque, il avait une chaîne YouTube maintenant supprimée, sur laquelle il repostait régulièrement des extraits de morceaux qui, comme celui-ci, étaient complètement perdus. Donc en tombant sur le thread, il va évidemment être fasciné et il va se décider à partager l'extrait sur sa chaîne YouTube. Mais en faisant ça, il va aussi donner un nom au morceau, un nom qui est encore resté aujourd'hui. Everyone knows that. Basé sur une des phrases les plus clairement audibles et compréhensibles de l'enregistrement. Mais il va pas faire que ça. Il va aussi y attacher cette image qui va devenir le symbole nostalgique de toute la recherche. Ce lecteur CD et cassette rouge. Pourquoi j'ai aussi peur? On n'est pas des... Come on. Très début des années 2000. Et cette image, elle va avoir une... Mais elle serait pas la tête d'un démon là? Quand c'était flouté. Il va aussi y attacher... Bro, détends-toi, j'arrive pas, c'est...
Je suis sur mes gardes. Cette image qui va devenir le symbole nostalgique de toute la recherche. Ce lecteur CD et cassette rose, très début des années 2000. Et cette image, elle va avoir une importance drastique beaucoup plus tard dans la recherche. Sur le thread de What's That Song, les utilisateurs vont poser 1000 questions à Carl et à chaque fois, ça va amener à pas grand-chose. Je comprends pas. On va lui demander « Est-ce que tu connais des stations radio autour de toi qui auraient pu jouer ce morceau quand tu l'as enregistré ?» Il va répondre « Je viens d'Espagne, ça sonne comme un morceau de pop typique, donc n'importe quelle station aurait pu la diffuser. Mais en général, la radio joue des hits, de la musique populaire. Et il semblerait que ce soit un morceau obscur, donc qui sait ?» Il finira son message en expliquant qu'il n'était même pas sûr que ça ait été enregistré d'une radio. On reviendra sur ça plus tard. Puis ensuite, les gens vont essayer de comprendre les paroles, qui ne sonnent pas très claires, afin de voir si ne serait-ce qu'un site les avait décrites, pour pouvoir retrouver le morceau. Ils vont tout essayer en termes d'orthographe, de grammaire et de mots se ressemblant, et vont se rendre compte qu'aucun site n'a parlé de ce morceau. Aujourd'hui, les paroles admises comme étant justes de l'extrait sont celles-ci. Et même ça rend pas la recherche plus simple. Quelques mois viennent de s'écouler dans la chronologie et la vidéo de JK commence à accumuler de plus en plus de vues. Mais comme les recherches stagnent, le pire truc qui puisse arriver dans ce genre de recherche va arriver. Carl92 va disparaître. Il ne fera plus aucun post et aucune tentative de le contacter ne va aboutir. Il est passé à autre chose, ou alors il a oublié. Il faut savoir qu'à l'époque, la recherche, elle est lente. Il y a plusieurs jours, voire même dizaines de jours entre chaque commentaire du thread. C'est pas très active, Carl n'a pas l'air très investi. Ça m'étonnerait pas qu'il ait juste oublié. Mais la vidéo de JK, elle approche des 10 000 vues. Et des tonnes de commentaires d'utilisateurs qui ont été attirés par l'image trouvent l'extrait étonnamment familier. Mais il est impossible de déterminer son origine. Le 11 juillet 2021, la recherche va prendre un tournant quand un thread va être créé sur un subreddit. Et là, on va stopper tout, car il va falloir parler de plein de machins différents avant de pouvoir continuer. Car Everyone Knows That, ou Ulterior Motives, comme certains aiment l'appeler, est loin d'être le premier cas de morceaux perdus que des tonnes d'internautes veulent trouver. Et tout ce pan de la musique perdue, obscure et oubliée de tous, ça a un nom, qui est également le nom du subreddit sur lequel le thread a été créé. La Lost Wave. Lost Waves. La musique, depuis qu'elle peut être enregistrée et diffusée massivement, se produit en des quantités absurdes. J'ai essayé de chercher des chiffres sur le nombre de CD vendus, oui, seulement les CD, au cours des années 2000. Et tous les chiffres sont faux ou du moins vus à l'extrême baisse. La vérité, c'est que depuis que le CD existe, tout le monde peut graver sur un CD et la diffusion de musique n'a jamais été tout à fait normée. Des CD de contrefaçon, des bootlegs, des versions non officielles, ça se passe de main en main, de site en site et de vide-grenier en vide-grenier. Mais quand on parle de Lost Media, c'est vraiment des sons amateurs. Mais l'affaire, c'est ça. Et s'il y avait un gars, il était dans son sous-sol, il avait des instruments, il avait un studio, il a commencé à faire de la musique. Et tu vois, il fait ça gravé sur un CD et il met ça sur Internet. Il y en a un qui tombe dessus. C'est un Lost Findings aussi. Ça peut être tous les projets amateurs qu'ils n'ont jamais vu le jour. Des vidéos, des émissions, des podcasts. Ok, puis lui, il va voir l'origine même du sample ou du son pour comprendre comment le son il a été créé, type shit. Que les sons, c'est des trucs genre médias, photos, vidéos, films, séries, musique, qu'on a perdu et qu'on ne peut pas retrouver. Ah. Mais est-ce que c'était des sons populaires ou juste fallait que ça soit un son ou un média ou peu importe là? Est-ce que ça devait être populaire ou ça peut être amateur aussi? Et ce, depuis que l'on peut enregistrer des trucs. Quand on cherche des données sur le nombre d'albums sortis chaque année, en réalité, on a des données plutôt de labels et plutôt de marché. Mais vous connaissez forcément une école qui appréciait sur un CD de manière non officielle, je sais pas moi, une chorale. Vous connaissez peut-être un groupe de potes dans les années 2000 qui ont gravé leur album en CD et qui l'ont vendu un peu en contrefaçon dans des concerts. Ça se fait tout le temps. Et quand on se rend compte que, selon la BBC, en 2007, seulement 200 milliards de CD avaient déjà été vendus dans le monde, ça fout un énorme vertige. Donc en prenant en compte ça, voyez les vide-greniers et autres revendeurs de CD de seconde main comme des sources infinies de curiosité.
Si on sait où chercher et qu'on fouille un peu, on tombe plutôt facilement sur de la musique qui n'a presque pas été archivée. Et c'est ça la magie du support physique. On peut penser qu'Internet, étant une archive de tout, possède toutes les infos en son sein, mais la vérité, c'est que parfois on tombe sur des trucs que personne n'a pensé à archiver. C'est un peu l'inverse d'un lost media classique. Là où... Ok, c'est comme remonter l'échelle de comment la musique a été produite. C'est-à-dire, c'est par exemple, tu as un extrait, c'était sur un CD. Ok, le CD, il a été vendu où? Ok, qui a vendu ce CD dans ce magasin-là? Ok, ce gars-là qui vendait ces CD-là, est-ce que c'est lui qui a fait la musique? Ou est-ce qu'il est allé enregistrer un poteau? Est-ce que ce poteau-là fait encore de la musique? Type shit. C'est comme remonter une échelle à partir d'un extrait seulement. Damn! C'est un vrai travail d'enquêteur. Waouh! C'est comme remonter un meurtre. Où un lost media part du fait qu'on sait que quelque chose existait, mais qu'on n'y a pas accès. Là, on est en face de morceaux qu'on a entièrement, que l'on ne peut lier à rien ni personne, des morceaux qui ont perdu leur auteur pour devenir de vraies œuvres fantômes. Ça, c'est ce que des gens appellent sur internet de la Lost Wave du coup, comme le subreddit sur lequel on allait aller. Avant de continuer à parler de Everyone Knows That, j'aimerais juste vous raconter 2-3 trucs et essayer de vous expliquer ce que Everyone Knows That a apporté à la recherche de morceaux de Lost Wave. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi ce cas en particulier est exceptionnel et va changer la Lost Wave probablement pour toujours sur internet et sa diffusion. Quand on cherche les premiers cas de Lost Wave sur internet, on tombe plus sur des cas de Lost Media que ceux qu'on cherche vraiment ici. C'est assez nouveau de sortir un enregistrement en lui-même et de demander son origine. Avant, on avait plutôt tendance à regarder des archives de groupes et de se demander « Tiens, c'est quoi ce morceau ? Tiens, c'est quoi ce concert ? Tiens, c'est qui ces mecs-là ?» Par exemple, en 1966, David Vaughan, membre d'un collectif de pop art, demande à Paul McCartney des Beatles de faire un morceau de musique pour une rave appelée Carnival of Light, ou le Carnaval de la Lumière. Un show mêlant musique et lumière bien chelou, bien psychédélique, bien hippie des années 60. Paul McCartney acceptera et fera un morceau de 13 minutes et 48 secondes, ultra chelou, sans vraiment de rythme, avec de l'orgue, de la guitare. Paul McCartney et John Lennon qui hurlent des phrases aléatoires et plein d'effets chelous et des bruitages sans cohérence. We were recording in Abbey Road with the Beatles, and I just came in and said, "Hey guys, look, I've been asked to do this thing. Let's just wander around these mics, and if you see a drum, just sort of bang on it or shout. And that will be my music." Ce morceau sera diffusé le 28 janvier puis le 4 février dans la Roundhouse Theatre lors du show A Million Volt and Sound Rave en 1967. Et après, plus personne n'entendra jamais l'enregistrement fait par les Beatles. On n'a même pas une seule photo de l'événement. Cette photo-là, c'est une photo d'un événement similaire qui avait été fait bien avant. Faut savoir qu'en même temps, David Vaughan a détesté la musique que les Beatles ont envoyée. Tout le monde trouvait qu'ils s'étaient un peu foutus de leur gueule en faisant un truc faussement critique, qui en réalité était juste les Beatles qui s'amusent à faire un truc en studio rapidement. I actually wanted to try and get it on the Beatles anthology, but George H. didn't like it. He thought it was way too indulgent, which is probably true. Mais malgré tout ça, je veux à tout prix entendre cet enregistrement. On sait que les Beatles restant longs et teasent parfois une sortie sans jamais que ça arrive, mais c'est ça. En plus, un Lost Wave des Beatles, ça doit valoir cher. Celui qui retrouve ça. Un Lost Wave de Michael Jackson, Bob Marley, un truc comme ça. Imagine, t'arrives à vendre ça. Ça doit valoir cher. T'es le gars qui a l'original d'un son tellement oublié. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tant que Paul McCartney trouvera que le morceau pue la merde, ça ne sortira pas. Et surtout, c'est pas de la Lost Wave. Il y a des tonnes de Lost Media musicaux fascinants, ça en est qu'un exemple, ça. Mais on n'est toujours pas dans un cas... Avec les gadgets d'avant, c'est sûr qu'il doit y avoir des retracés comme quoi que c'est l'original. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, aujourd'hui, on est dans l'ère MP3, MP4. Et si le truc, c'est un WAV file ou peut-être un... Je sais pas c'est quoi les formats d'avant, là. Mais tu trouves un truc comme ça. C'est sûr, ils vont savoir que c'est le vrai. Salut, mon BBC. That's gay, bro. Tu me salues en saluant ma bite. Bizarre. De Lost Wave. Pour moi, le premier cas de Lost Wave, c'est aussi le plus connu et le plus bateau. Le premier, c'est Blind the Wind. Blind by the Wind. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet parce que 7,4 millions de... beaucoup en ont parlé, et 1000 fois mieux que moi. Il y a notamment le youtubeur Vision qui en a fait une en français et qui est incroyablement bien faite.
Allez vous abonner à sa chaîne, c'est un monstre. Mais pour résumer très brièvement, quelque part en 1980, un adolescent allemand du nom de Darius S. enregistre avec une cassette la radio, probablement pour pouvoir réécouter des chansons plus tard, en omettant d'enregistrer la voix des présentateurs afin de rendre l'écoute la plus clean possible. Des années plus tard, en 2004, Darius S. reçoit comme cadeau d'anniversaire un nom de domaine pour créer un site internet de la part de Lydia, sa sœur. Il retombe sur ses cassettes et se décide de créer une mixtape avec tous ses enregistrements et de la publier sur internet. Ok. Son objectif ? Trouver le nom de tous les morceaux de la cassette grâce à internet, étant donné qu'il y a un mec pas malin qui a enlevé tous les dialogues des présentateurs qui pouvaient donner cette info. Un à un, lui et sa sœur identifient chacun de ces morceaux. Sauf un, qu'il surnomme Blind the Wind. Et il sonne comme ça. Oui, on en avait parlé dans la vidéo sur myhouse.wad, et si on en fait référence encore des années plus tard, c'est parce qu'il n'a toujours pas été retrouvé. En 2007, pourtant, Lydia avait partagé le morceau sur des sites allemands de fans de radio pour essayer de le retrouver, et de là il se retrouvera en 2009 sur What's That Song, puis YouTube, puis ensuite il sera renommé la chanson la plus mystérieuse d'internet pour que les gens se motivent à la rechercher, et les efforts de recherche vont s'intensifier exponentiellement jusqu'à ce que on se rende compte qu'elle est entièrement disparue. Le vertige de cet enregistrement, c'est que si c'est un enregistrement radio, ça veut dire que des tonnes de gens l'ont entendu, que des tonnes de gens ont potentiellement entendu ce morceau, le nom de son créateur, peut-être même que des gens sont allés à des concerts. On pense très facilement que tout est archivé depuis qu'Internet existe, mais c'est simplement pas le cas. Aucun artiste, aucun groupe n'est lié à ce morceau depuis bientôt 20 ans, et instantanément le morceau, il a une aura différente. Vous le sentez peut-être aussi, ce sentiment de mystère et de confusion. L'aura du morceau, elle est palpable, et ce depuis des années, et elle devient plus forte chaque année qui passe. C'est pas anodin que le terme Lost Wave ait été créé au milieu du deuxième pic de recherche du morceau en 2019, avec la création du subreddit. Il représente entièrement ce phénomène. Si ce cas de Lost Wave est peut-être pas le plus vieux de tous... Mais attends, yo, je calcule un truc. C'est-à-dire, si le son, par exemple, il serait sorti en 1960 sur la radio, ça devait peut-être être un son populaire. Les gens qui l'ont entendu étaient peut-être vieux. Mais certaines personnes se sont branchées peut-être sur Internet et d'autres non. Donc, d'autres pourraient être capables de retrouver l'origine même et d'autres... Yo! Wow! Les possibles personnes qui pourraient te donner un lead sont peut-être décédées. Ou d'autres sont sur Internet, mais pas branchés sur le subreddit. Bro, what the fuck? Mais ça peut aller loin. Ouais, mais ils sont pas au courant que c'est un lost media. C'est ça! Genre, eux, ils vivent leur vie normale, il a l'information dans sa tête, ou peut-être même qu'il avait l'information, mais il l'a oublié. Bro, what? Yo, c'est tellement vaste. Yo, Calvis, tu vois le truc? T'es l'unique personne qui se rappelle du titre, du son. Mais toi, t'es dans ta vie, ou peut-être même que t'es même pas branché sur le même réseau. Tu vois, toi, t'es dans un réseau en Australie, alors que la conversation, c'est une conversation aux States. Mais c'est toi qui as l'information seulement. Yo, les possibilités sont malades. Mais c'est juste l'infinie possibilité de celui qui a l'information ou celui qui pourrait guider, mais qui ne... Tu vois, il n'est pas concentré sur ce qui se passe. Il est ailleurs. Alors que lui, il pourrait débloquer toute la conversation. Damn, ça va loin. Yo, ça, mais c'est fou. Je viens de réaliser. Maintenant, je comprends pourquoi ça intéresse beaucoup de personnes. Parce qu'imagine si tu découvres, t'es celui qui découvre l'origine même du son. T'as le titre. Et que tu débloques tout un thread. Yo, bro, c'est fou, là.
Imagine, tu croises un mec dans la rue, t'as le son sur ton téléphone, tu joues, et que après le gars, il capte, mais ce son-là, ça me rappelle quelque chose. Tu vois toutes les possibilités possibles pour trouver la réponse. God damn! Parce que oui, on peut trouver des extraits qui datent d'il y a plus longtemps, qui sont perdus. On peut également trouver des fichiers audio et des vidéos sur YouTube qui datent d'il y a bien plus longtemps, qui elles aussi sont des cas de Lost Wave. Par contre, et je me trompe peut-être, j'ai vraiment l'impression que c'est le premier où il y a eu autant de recherches. C'est le premier cas de Lost Wave qu'Internet a traité comme tel. Avant de reparler de notre sujet, j'aimerais vous présenter une autre histoire, qui est également un de mes cas de Lost Wave préférés et qui, selon moi, illustre parfaitement l'idée que j'essaye de transmettre avec cette vidéo. Ça va durer un peu plus longtemps. Go. Parlons de Panchico. Panchico. Vas-y, Pedro. Parle-nous du Panchico. Il y a 8 ans, en 2016, Chiquita, un individu Chiquito. anonyme poste une image sur 4chan d'un CD qu'il a trouvé dans une boutique Oxfam. Donc, un CD d'occasion. Celui-ci lui a coûté seulement 49 centimes. L'album s'appelait Death Metal, du groupe inconnu Panchico. J'ai acheté ça car ça avait l'air intéressant. Je n'ai réussi à trouver aucune référence à celui-ci en ligne. Même avec les groupes les plus obscurs, on pourrait s'attendre à trouver un vieux MySpace ou une mention dans un forum. Est-ce que quelqu'un reconnaît cet album ? Ce n'est pas du marketing viral à la con. Je suis juste curieux de savoir si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. Et je suis extatique à l'idée de posséder un album rare. Si c'est avec beaucoup de scepticisme que le post sera d'abord reçu, tout le monde voulait entendre un morceau pour se faire une idée. L'uploader original expliquera que c'était très mal enregistré, mais il partagera quand même un extrait du premier morceau sous la forme d'un lien méga. Vous pouvez peut-être vous attendre à quelque chose en vous apprêtant à écouter un album appelé Death Metal, mais c'est probablement pas quelque chose qui sonne comme ça. La première chose qu'on entend, c'est ce bruit de distorsion qui se balade de l'oreille gauche à l'oreille droite. C'est un truc typique de ce que l'on appelle le beat rot ou disc rot. On peut traduire ça en pourriture de disque. C'est un phénomène qui arrive, si j'ai bien compris, avec le temps, quand une couche protectrice d'un CD subit un défaut et que du coup, l'aluminium au sein du CD s'oxyde. Et ça sonne très souvent comme ce que l'on peut entendre dans le morceau. Mais sous cette couche d'artefacts distordus, on peut entendre les vestiges d'un morceau d'une douceur rare. Beaucoup de gens vont douter l'histoire de Panchico, pensant, malgré les dires de l'utilisateur originel, qu'il s'agissait d'un fake. D'autres vont penser que l'album était bien réel, mais que l'ajout du bruit sur l'intégralité de la tracklist était intentionnel. Une sorte de musique expérimentale, choisissant volontairement de détruire son signal pour créer une expérience unique. Les 4 morceaux de l'album, qui du coup étaient en réalité un EP, seront partagés dans le thread, accompagnés de plusieurs autres photos du CD. L'arrière du CD, une meilleure vue de la pochette avant, et l'intérieur, où on peut voir ici que l'album date de 2000, et enfin le nom des artistes. Ces cons ont mis juste leur prénom. Avec ce peu d'infos, le thread sur 4chan artiste. Owen. What the fuck? Guitare plus voix plus sampling est égal Owen. Guitare 50 sampling Andy, John, Sean, Owen. C'est comme si, imaginez les gars, imaginez t'es le gars, Lost Media de Roswell qui demande au chat d'aller sur le stream de l'ONI. Les gars, c'est comme si, par exemple, PNL ou je ne sais pas qui, vas-y, on va prendre l'exemple de PNL. PNL, 2 frères, le projet ne voit jamais le jour, mais les traces sont quelque part. Le CD, il est là. Et qu'il y a un mec qui met ça dans sa sacoche et qu'il fait sa journée et toute sa vie, il joue du PNL et qu'il prend ça et il met ça sur Internet et puis les gens sont là. Yo, c'est quoi ce son? C'est qui ces mecs? PNL, c'est trop lourd. Il faut découvrir qu'est-ce qu'ils font. Ils cherchent, ils grattent, ils cherchent. T'as un banger dans les mains. Mais personne pourra le retrouver parce que t'es le seul à avoir l'original. That is crazy. Imaginez les bangers possibles que quelqu'un il a sur disque dur, mais qu'on ne va jamais trouver. Le prochain album de Nekfeu, imagine. Album surprise de Damso. Je sais pas, n'importe qui. Drake, Kendrick, J. Cole, Michael Jackson, The Beatles, Bob Marley. Damn. Ces cons ont mis juste leur prénom. Avec ce peu d'infos, le thread sur 4chan, comme tout autre, va disparaître et l'album va commencer à se déplacer de site en site, parfois réapparaissant sur 4chan dans des threads aléatoires, de temps en temps sur Reddit, des vidéos maintenant supprimées atteignant quelques centaines voire quelques milliers de vues sur YouTube, mais globalement, peu de choses vont évoluer.
Sauf que le plot du youtubeur Sticky, datant de 2017, va prendre pas mal en importance. C'était un youtubeur qui avait à peu près 10 000 abonnés et qui postait régulièrement des morceaux un peu perdus, un peu obscurs d'internet. En 2019, par contre, il va supprimer sa chaîne pour en créer une nouvelle du nom de Dismiss Yourself, dans l'objectif de poster des morceaux étranges et obscurs d'internet à nouveau qu'il avait trouvé, mais également de créer un label, si j'ai bien compris. Cet upload va attirer l'attention d'une toute nouvelle audience et être partagé sur le subreddit Lost Wave et catapulter le mystère de Panchico aux oreilles d'utilisateurs déterminés. Zod, un internaute argentin, accompagné d'autres internautes venant du subreddit Lost Wave qui était tout aussi motivé, va créer un Discord pour centraliser la recherche et définitivement trouver l'origine de ce CD, le Panchicord. Première piste de recherche, les prénoms derrière le CD. Ils vont passer des jours à scanner chaque groupe britannique de l'époque contenant des membres au même prénom. Ensuite, ils vont regarder des musiciens individuels avec ces prénoms. D'occasionnelles pistes arrivaient avec un musicien ressemblant en tout point, puis après, la piste était systématiquement écrasée. Après beaucoup de déceptions, ils vont se pencher ensuite sur d'autres éléments de la recherche. Ils vont essayer de tracer l'origine de l'image sur la pochette et ils vont trouver ce dessin de Miku Makimura dans le 13e volume de Midna Bokura, un manga japonais de Wataru Yoshizumi. Puis ils vont essayer de déterminer les paroles pour voir si elles avaient été écrites quelque part sur internet et ils vont se rendre compte que c'est impossible de les discerner pour sûr. Mais imagine, ceux qui arrivent à trouver l'origine, c'est des bons enquêteurs. Faut être fort. C'est ça, Archéologie, c'est un travail, hein. Damn. Peut-être même que tu dois fouiller le dark web. Chiche. Retour à la case départ. En relisant en boucle la discussion 4chan originale qui avait été archivée, en espérant trouver un petit détail intéressant, ils vont trouver ce message. Il y a écrit 200 sur la pochette. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet album. Il n'était pas situé dans le magasin de musique Oxfam de Southampton, n'est-ce pas ? Après vérification, il y avait bien un magasin de ce type à Southampton, une ville du sud de l'Angleterre. Attendez, cette étiquette. C'est quoi ces chiffres ? Ces chiffres constituent ce qui s'appelle le Gift Aid Number. Il permet de labelliser non pas l'objet, mais la personne qui a fait don de l'objet. Dans ces chiffres, il y avait donc toutes les infos pour trouver la personne derrière le don de ce CD. Donc, sur le Panchicord, ça va instantanément saisir le téléphone et appeler le Oxfam de Southampton. Le vendeur va leur dire qu'à cause des lois en place au Royaume-Uni, il était strictement impossible pour lui de dire qui avait donné le CD, ce qui en soi est une bonne nouvelle. Et il va aussi leur dire que le CD n'a jamais été dans ce magasin. Le seul devait être palpable. Mais après... la seule piste, maintenant elle est annulée. Après un moment de déception, ils vont se poser la bonne question. Comment est-ce que le vendeur savait que ce n'était pas le bon magasin ? Il s'avère que ces 4 chiffres-là, 1, 5, 1, 0, c'est un autre chiffre d'identification. C'était celui du magasin qui avait vendu le CD. Avec cette info en poche, ils vont chercher le magasin et trouver un Oxfam Music situé cette fois-ci dans le quartier de Sherwood à Nottingham. Inutile de contacter le magasin, ils ne font pas l'inventaire des ventes et ils ne pourront pas non plus donner le nom de la personne qui avait donné le CD. Mais ça donnait une zone beaucoup plus restreinte pour trouver des musiciens. À ce moment-là, ils vont se remettre à chercher des musiciens qui pourraient avoir ces prénoms. Et sans pression, il y a un mec qui parlait pas beaucoup depuis le début du Discord, qui s'appelle Granlar, qui va poster un lien Facebook et quitter le serveur. Le lien en question va diriger les chercheurs vers une page Facebook d'un certain Owain Davies. Le profil était vieux et crédible. Sans trop y croire, ils vont envoyer un message à Owain. « Salut, tu ne vas probablement jamais lire ça, mais étais-tu le chanteur du groupe Panchico ?» Le lendemain matin... Oui. Yeah! Ils ont remonté le chien! Let's go! On t'a retrouvé! C'est moi. 23 ans avant ce message. 1997, Owain Davies rejoint un groupe créé par 2 amis d'enfance, Andy White et Sean Fairday. Un certain John, qui encore aujourd'hui n'a jamais été retrouvé, était également dans le groupe en tant que batteur. Ils vont faire la tournée des pubs, jouant des morceaux de groupes populaires de l'époque et recevoir des retours mitigés. Ils vont en 1999 se décider à écrire leur propre musique. Andy Wright composera avec le matériel de l'époque, essayant de créer une musique intéressante, aussi bien d'un point de vue harmonique que textural, s'en fichant des genres musicaux, en s'inspirant de plusieurs trucs différents. En juin 2000, l'album sera gravé sur 30 CD. Juste 30 CD. Death Metal sera envoyé à des journalistes, des labels, et sinon donné à leurs familles et à leurs amis, et l'album ne sera pas vraiment apprécié.
Ils feront des compétitions et quelques festivals, puis ils se lanceront dans la production d'un deuxième EP intitulé Kicking Cars, qui sera fini en 2001. Celui-ci n'aura pas de pochette, juste un petit disque dans une enveloppe CD. Pareil, pas vraiment de bons retours, et après un festival où leur performance passera inaperçue, le groupe arrêtera son activité. Ça marchait pas. Chacun commençait ses études dans son coin et John fut enrôlé dans l'armée britannique. C'était la fin de Panchiko. Donc imaginez-vous le choc de Wayne en se réveillant ce matin du 21 janvier 2020, quand il va non seulement se rendre compte que... Yo, what the fuck? Imagine, yo, les possibilités, bro. Il y a un mec, il filmait, genre, sans stress comme ça, et puis tu reçois un message 23 ans après. Yo, c'est pas toi qui filmais tel événement, tel événement? Man, what? How do you know that? Oh, man! Yo! What the fuck? C'est comme si moi, du jour au lendemain, j'arrête YouTube. Tu vois, j'efface tout. Et puis, yo, dans 10-15 ans, il y a un gars qui revient. Yo, t'étais pas le YouTuber Rosway? Ouais, j'avais vu deux, trois de tes médias, là. What the fuck? Yo, c'est crazy, bro. Insane. Que quelqu'un se souvenait de sa musique, mais qu'une communauté énorme de gens s'échangeait son CD dans une qualité affreuse depuis 4 ans. Je me disais, attends, quoi? Tu te moques de moi? Les gens aiment vraiment ça? Genre, il y a tellement de bonne musique sur Internet, ils ont tellement de choix. Pourquoi les gens aiment ça autant? Owain Davies pour Vice. Quelque temps après, Owain va envoyer un message disant qu'il était plutôt content de comment la version distordue sonnait et qu'il n'était pas sûr de vouloir que la version originale soit entendue, confirmant donc que le disque rot n'était pas intentionnel. Il n'avait pas non plus de copie du disque et les masters originaux étaient perdus. Owain va contacter Andy Wright et reconnecter avec les membres du groupe, sauf John, qui reste impossible à contacter à ce jour. Après quelques jours, un ami de Wayne va lui dire qu'il avait trouvé un des vieux CD produits à l'époque, et ainsi, après un remastering d'Andy, l'album sans la distorsion était disponible, accompagné également... 570 000 vues. Yo, les frères aussi, ils auraient... Non, mais vraiment, la vie fait bien ces choses. Les gars ont percé, mais 23 ans après leur carrière. T'imagines? Tu délaisses la musique pendant un temps, t'oublies, et puis ta musique, c'est un des meilleurs bangers que beaucoup de gens trouvent. Yo, c'est le multiverse. S'ils avaient continué, ils auraient peut-être pas percé. C'est ça aussi. Il y a combien de possibilités? Combien de chemins? Vous connaissez le terme butterfly effect? Genre, il y a un papillon quelque part qui bat des ailes. Et si ce papillon-là n'aurait pas battu des ailes à ce moment même, peut-être que le monde aurait tout chamboulé, tu vois. Peut-être le vent aurait été orienté de telle façon qu'il aurait créé un ravage quelque part, une tornade. Yo, bro, what the fuck? Le simple fait que eux, peut-être, ils ont arrêté la musique, a permis à cette tape de devenir un banker dans le futur. Waouh. C'est malade. C'est vraiment fucking malade. Yo, j'aime bien le concept des findings. C'est vraiment beau. C'est vraiment remonter l'échelle pour trouver à l'origine. Tu comprends ce que je veux dire? Fuck. Non, W concept. Les gars, franchement, les Lost Tapes, on va en faire. Un morceau de l'EP Kicking Cars. C'est ça, mais je sais que c'est pas que... Attends, tu dis c'est pas que des Lost Media? Ça peut être quoi? Des findings? Alors, je vous freine ici. Des findings paranormaux. Not for me. Je sais que ça peut être des images, des vidéos, mais quand c'est sombre, I'm a pussy what? La scène. Ça fait peur. Regarde, t'es bonne salope.
je vais peut-être tester le terrain, mais j'avais encore des PTSD de ce que j'avais vu avec Feldob à une des anciennes vidéos. Je pense que c'était un scumé où il m'a fait écouter un son qui m'a traumatisé et j'ai jamais revisité à part aujourd'hui. Mais t'inquiète, on va commencer à en faire plus. Feldob, les travaux. Mais t'imagines, c'est infini les findings. Parce qu'il y aura toujours des médias à retrouver, à remonter la source. Ils pourraient faire ça jusqu'à 50, 60 ans. Il y aura toujours des findings à faire. This is fire. Voici Death Metal de Panchico, 20 ans après, entendu comme à l'époque par les quelques personnes que ça avait intéressé. Let's go. L'album a été un succès instantané. Le jour de la sortie, il était numéro 1 des ventes sur Bandcamp et il sonne vraiment moderne en réalité. Moi, ça m'a fait penser à ça et ça pendant l'écoute, perso, et je trouve que c'est très réussi même si c'est amateur. L'album a été un succès, le groupe s'est reformé, ils ont fait des concerts, sorti un nouvel album l'année dernière, Failed at Maths, et il est vraiment très très bien, je vous le conseille fortement. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Car beau. au-delà de l'histoire que je trouve folle, il y a un truc que je trouve fascinant. Les morceaux dégradés avec le temps, qui peuvent paraître objectivement bien pires, sont inclus dans la sortie de l'album de 2020. Et généralement, il y a une partie importante des gens qui trouvent que cette version de l'album est plus intéressante. C'est un des cas de Lost Wave les plus importants et pour certains, sa version trouvée à l'origine est la plus forte. La distorsion du son donne un autre sens au disque. Ce n'est plus un simple album indé oublié, c'est un album qui a l'air de physiquement se battre contre le temps. Yo, this is true, man. Le CD, il se bat pour rester en vie. Tu comprends ce que je veux dire? Pour qu'il y a une oreille qui l'écoute et qui comprend la direction artistique. Des artistes. Comment? Attendez, les gars. No, fuck with this. Allô? Ouais, toi? Non, y a pas de scammy whammy, on est sur les finders. Une musique qui fait tous les efforts possibles pour ne pas être oubliée. Yeah, Qui se bat contre la dégradation naturelle. yeah, C'est hyper humain comme sentiment. yeah. Cette distorsion transforme la musique et la transforme en quelque chose d'autre, avec un autre sens. Elle la rend beaucoup plus triste, comme si c'était le mécanisme du CD lui-même qui s'exprimait. Yeah. Ou alors, qu'il s'agissait d'un souvenir en pleine décomposition que l'on pouvait entendre. Et il est là l'intérêt de la Lost Wave. La Lost Wave n'est pas une classification froide. C'est un genre musical. Un genre musical qui a pour instrument principal la dégradation naturelle des CD, l'endommagement des cassettes, la compression d'un MP3 ou d'un site internet après un repost abusif d'un même morceau. C'est le temps qui s'exprime à l'intérieur de la musique. Les derniers cris d'une musique qui espère qu'on l'entendra encore. That's motherfucking. Maintenant qu'on a vu tout ça, le succès d'Everyone Knows That est déjà écrit avant même l'explosion. Le morceau est distordu, c'est l'enregistrement d'un enregistrement, il est vieux et indiscernable, et l'un peu plus d'une douzaine de secondes promet tellement plus. Il y a une chanson qui m'intrigue et qui est devenue comme une addiction. C'est sur le subreddit Lost Wave avec ce post que les choses vont devenir plus sérieuses. D'abord, la théorie selon laquelle le morceau provenait d'une cassette audio ou d'un enregistrement radio va être abandonnée. Tout simplement à cause de ça.
ce petit pic. Quand on fait une analyse des fréquences de l'enregistrement, c'est un bruit aigu, presque imperceptible, qui se situe exactement à 15,734 kHz. Ça, c'est ce qu'on appelle un pilot tone. C'est ce bruit très aigu que l'on peut entendre sur certaines télévisions. Oh. Ok. Ce son très aigu à Ouais, cette le son. fréquence est présent sur les télévisions Mais des fois, même si la télévision est éteinte, tu peux entendre le petit... NTSC de certains pays. Donc, on écoute un enregistrement provenant de la télévision. Sauf que non, en vrai, on est sur Reddit, je vous rappelle. Et sur ce site, c'est tous des petits youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui parlent d'un truc en ayant l'air très sûr d'eux, sans pour autant être vraiment renseignés. En gros, de ce que j'ai compris, attention, je suis pas un expert, hein, le pilot tone à 15,734 kHz, c'est un son qui veut dire pour beaucoup qu'on écoute un signal MTS, ou Multi-Channel Television Sound. Le problème, c'est que certaines personnes ont pointé du doigt qu'un pilot tone, on n'est pas censé l'entendre. C'est genre un signal qui est envoyé à la télévision pour qu'elle comprenne elle-même la nature du signal reçu. C'est pas une onde sonore, c'est pas censé sortir des haut-parleurs. Ce bruit est donc autre chose. De ce que j'ai compris, à l'époque, le monde utilisait surtout 3 standards d'encodage du signal vidéo analogique, le format NTSC, le format PAL et le format SECAM. C'est dû à de nombreuses raisons, dont notamment par exemple la fréquence du courant électrique alternatif. Je vais pas aller en détail sur les différences, mais en gros, le format audio MTS était utilisé dans ces pays-là. Et ça tombe bien, mais Au Canada. une télévision à tube cathodique au format NTSC émet, à cause de son mécanisme interne, un son strident, dont la fréquence est une multiplication de sa fréquence de balayage et sa résolution verticale, 525 lignes. Bon, vous le voyez avec le chiffre, ça peut... Yo, c'est quel genre de geek, ça? Fuck. Juste une fréquence. Tu peux comprendre d'où ça vient, dans quel pays ont ce genre de fréquence. Comment, man? aussi être ça. Mais au-delà de ça, ça veut dire que l'origine de l'extrait n'est pas forcément la télévision, car ça veut juste dire que ça vient d'un écran à tube cathodique, au format NTSC. Donc ça peut être sur un DVD, être sur un CD, être un jeu vidéo, je sais pas, toutes les utilisations d'un écran de ce type. Mais que ce soit indicateur d'un format MTS ou juste d'une télévision cathodique au format NTSC ou je ne sais pas quoi encore, dans tous ces cas-là, l'Espagne est pas incluse. Donc une des seules choses qui pouvait nous aider, c'est-à-dire la position géographique de Carl 92, ne peut finalement pas nous aider. Oh, mais c'est fou ça. Tu viens recentrer les recherches. Juste avec un signal. Les gars, juste avec un signal télévision, on a recentré la recherche sur seulement ces pays-là. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et un peu de l'Asie. This is insane. Des vrais geeks, man. Par contre, ça peut nous mettre sur quelques bonnes pistes. Se pencher sur la télévision et les publicités, qui pourraient expliquer le manque d'archivage. On a aussi eu le début des questionnements sur l'accent du chanteur ou de la chanteuse, très particulièrement ce moment. Le trouve sonne étrange. Pour certains, ça sonne un peu japonais. Ça tombe bien, le NTSC est présent comme format là-bas. Ou alors on peut aussi entendre des gens parler du Chili ou des Philippines. Mais en vrai, rien n'est trop sûr et juger un accent sur un fichier d'une aussi mauvaise qualité, c'est pas la meilleure des pistes et ça te fait pas forcément passer pour la personne la plus ajustée. Juste, c'est vrai, ça sonne pas comme un truc chanté par un anglophone. Et au fur et à mesure que les gens vont théoriser, le vertige va commencer à s'installer. Personne ne trouve plein de pistes, des tonnes d'hypothèses, toutes tombent à l'eau. Des remasters vont être créés essayant de nettoyer l'audio, puis des versions étendues, des covers, et lentement mais sûrement, EKT devient un phénomène. Le 19 juin 2023, le subreddit sur le sujet est créé et arrive un barrage de théories. Des gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. C'est assez clair, avec ou sans effet, que ces bruits de cliquetis ne font pas partie du morceau, mais qu'ils font partie en fait des bruits d'ambiance qu'il y avait dans la pièce lors de l'enregistrement. Des gens vont remarquer que Mais là, ils vont dire, ah, ça c'est des criquets d'Asie. Donc forcément, il était au Japon. Car les criquets d'Asie n'émettent pas la même fréquence sonore que ceux d'Amérique. Donc forcément, ça doit être là. Yo, this is insane. C'est nuts. 7 secondes et celui à 16 secondes
sont très semblables, un peu comme s'il s'agissait du mécanisme d'un appareil photo. Donc peut-être qu'il y a des appareils photo dans la pièce au moment de l'enregistrement qui ont pris des photos qui pourraient aider. Sauf que Carl, il n'est pas joignable, je vous rappelle. Il y a des gens qui vont également penser que c'était peut-être une IA qui avait créé le morceau. Mais en l'occurrence, c'est pas trop probable, étant donné que quand le morceau a été posté sur What's That Song, les IA n'étaient pas encore au niveau où elles sont actuellement. On va aussi retrouver l'origine possible des percussions. Ce serait la boîte à rythme Lindrum LM1 ou la LM2. C'est pas très clair, la qualité du sample est pas folle, et de toute façon, ça a été manufacturé à partir de 1979. Donc ça donne même pas d'indication claire de la période où EKT a été créé, parce que c'est clair que ça date d'à partir des années 80. Et en fait, à ce moment-là, le vertige, il est trop grand. Il y a trop de possibilités. Une version primitive du morceau Stuck du groupe D-Project, débunkée par le chanteur lui-même. Une chanteuse du nom de Dolores Canybrew, non. Le groupe Of Course, non plus. Et en même temps que les théories plus étranges les unes que les autres bourgeonnaient, il y a eu le début du phénomène. Sur TikTok, le son est devenu extrêmement connu. L'histoire a fait le tour du monde au point de finir au JT de TF1. C'est pas une blague. À l'époque, j'avais même été contacté pour une interview que j'ai déclinée car j'avais pas encore fait ma vidéo et que du coup, je pouvais pas en parler assez bien. Le sujet est devenu légendaire très TF1, TikTok, ça tourne. Ça devient un mouvement, là. Et c'est à la fois une aubaine et un poison pour la recherche. Les pistes se sont multipliées et surtout les fakes. Quiconque trouvera le morceau original deviendra instantanément une légende, donc même si c'est pour quelques minutes, mentir, c'est suffisant pour certaines personnes. Oh. C'est vrai, si c'est trop viral. Ouais. C'est vrai. Les personnes non éduquées sur la question vont également arriver et donner une piste déjà débunkée, pensant être les premiers à la donner. C'est devenu vite un peu le bordel. Mais à côté de ça, des tonnes de gens continuent de chercher. En même temps qu'Everyone Knows That, le phénomène Lost Wave a également explosé. L'idée de génie de JK, il y a 3 ans, c'était cette association d'un morceau perdu et d'une image évocatrice. L'image de la boombox rose, vaguement liminale, très Y2K, était parfaitement dans la vague de ce qui se faisait à l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est ça le truc qui, je pense, va changer la Lost Wave de manière permanente sur Internet. Si on regarde des morceaux de Lost Wave sur YouTube, on se rend compte que tout le monde a pris le format pour pousser les gens à chercher. Par exemple, ce morceau, Try to Smile Again, perdu depuis 2004, qui est associé à une image de liminal space comme fond. Et ça fait beaucoup de vues. Ce morceau perdu, I'm Yours, est juxtaposé avec encore une liminal space. Ce morceau, Dance for Hours a Day, est mis avec cette esthétique Y2K. Tout est là pour stimuler la nostalgie. L'imagerie se veut au service du morceau, de sa promotion à la réaction émotionnelle qu'elle va procurer. Chacun de ces morceaux a une histoire riche, mais ce que je trouve complètement fou, c'est que absolument chacun d'entre eux que je vous ai montré a été trouvé ces 10 derniers mois. Try to Smile Again, par exemple, au moment où j'écris ces lignes, c'était il y a 10 jours, alors que c'est perdu depuis 20 ans. Et il y en a une quantité absurde qui est retrouvée toutes les semaines. Wow. C'est l'hécatombe pour ces mystères. C'est un truc de fou, c'est comme si tous les talents de recherche des fans de Lost Media s'étaient rejoints dans un seul but récemment, résoudre un maximum de trucs, vite et bien. Avengers! Assemble! Team Lost Files! On est ensemble! Et c'est là que du coup moi je reviens pour vous rappeler un truc qui s'est passé et dont j'avais parlé dans un très vieux Findings, je sais pas si vous vous en souvenez. Dans un Findings Lost Media, j'avais parlé d'une anecdote, d'un truc qui s'était passé quand j'étais en vacances avec des potes. On se baladait dans la campagne, dans un endroit vraiment reclus où il y a personne, et on est tombé sur une cassette qui était dans l'herbe, comme ça. On a ramené la cassette chez nous et on s'est rendu compte qu'elle était vraiment pétée et très endommagée. On a essayé de la réparer comme on pouvait, mais on avait un mauvais lecteur cassette. On a aussi dû apprendre comment fonctionnait une cassette, voilà. Né après les années 2000 quoi. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait réussi à la faire fonctionner pendant un bref instant. Et ça avait donné ça. Aujourd'hui, je sais pas où est la cassette. Et le seul enregistrement que j'ai de ce morceau, c'est cet enregistrement où il y a nous qui crions dessus quoi. Non. C'est tout ce qu'on a. Maintenant que j'ai plus d'1 million d'abonnés, est-ce qu'on peut retrouver cet enregistrement s'il vous plaît? Ça vit dans ma tête depuis plusieurs années. À la recherche les gars. Et je sais toujours pas d'où ça vient ce truc. Avec ta main sur le laptop. Demain. D'infos. Est-ce que vous voulez bien nous aider? Mais à côté de ça, personne ne sait qui a fait Everyone Knows That. Malgré la quantité d'efforts de recherche absurde, malgré tous les efforts, celui-ci est impossible à trouver.
alors que c'est le plus populaire de tous, et qu'il paraît tellement familier à tellement de personnes différentes. Pourquoi celui-là est impossible ? C'est ça la question. La première théorie qui vient en tête, c'est celle du hoax, du canular. Et en vrai, elle est assez solide. Et si Carl92 avait créé l'extrait et son histoire de toutes pièces, avant de disparaître ? Voici les arguments. D'abord, il y a le fait qu'après autant de temps et un littéral phénomène sur le sujet, personne ne sait vraiment d'où peut venir le morceau. La théorie principale dit que le morceau aurait été diffusé à la télévision, que ce soit dans une pub ou comme musique dans un dessin animé. C'est fou que personne ne se souvienne de l'avoir entendu. Chaque jour qui passe, ce fait devient de plus en plus fou. Personne n'a de souvenir clair de ce morceau. Que des vagues « Oh, ça me dit quelque chose ». Ensuite, au tout début du thread What's That Song, un truc intéressant s'est passé. Il y a des gens qui ont mis le lien d'un autre thread, d'un morceau perdu, supposément provenant d'une radio guyanaise en 2006. Sauf que c'est un fake évident. Il s'agit d'une version compressée de fou et ralentie du morceau original. On le remarque notamment parce que les artefacts qui étaient présents dans l'enregistrement de Carl sont également présents dans cet enregistrement-là. Ouais. Pourtant, quand Carl92 va voir le lien vers l'autre topic, il va instantanément dire: si l'autre utilisateur l'a enregistré d'une radio guyanaise, ça veut dire que le morceau avait une diffusion internationale ? On dirait une tentative d'étendre un narratif, comme s'il essayait de donner l'impression que le morceau était très connu et que plein d'autres personnes le cherchaient. Mais c'est en vrai un argument qui se casse la gueule assez vite. Carl va très vite comprendre les gens lui disant que c'était faux, et ce genre de phénomène arrive assez souvent sur le site. Un autre argument de l'hypothèse du canular, c'est la disparition totale de Carl92. Jusqu'à maintenant, on a seulement eu des personnes qui ont essayé de se faire passer pour lui, mais sinon personne n'a réussi à le recontacter, ce qui devient de jour en jour un peu plus chelou. Genre, là, le morceau sur les réseaux sociaux était complètement inévitable, et Carl a pu voir de ses yeux le début de sa popularité. On peut quand même contredire en disant que le morceau est une mode surtout auprès des 15 à 25 ans sur TikTok et YouTube. Mais imagine, Carl, il a attrapé le Covid et puis il a disparu entre-temps. Ça veut dire que toutes les pistes, GG's. Que si Carl92 en 1999 faisait des tests d'enregistrement sur DVD, alors il a probablement entre genre 35 et 50 ans. Donc il a peut-être autre chose à faire qu'être sur TikTok et YouTube. Souvent, quand les gens essayent de Carl aurait pu avoir un accident, tu vois. Hoax, ils mentionnent le fait que le compte de Carl92 était déjà actif depuis très longtemps. En effet, entre son premier post et son second post, il y a 4 ans d'écart. Mais ça peut largement être le cas d'une personne qui a fait un compte il y a très longtemps sur un réseau et qui du coup, après coup, des années plus tard, a vu le potentiel pour faire un fake crédible. Il y a un argument extrêmement crédible pour la théorie du canular, c'est la question de l'extrait lui-même et de sa durée. En gros, l'extrait commence au début d'une phrase. Et c'est pas normal. Si c'est enregistré au pif, c'est pas normal que ça arrive au début d'une phrase. Il y a beaucoup plus de chances que l'enregistrement aurait dû commencer à un moment plus illogique, c'est-à-dire pas moi, au milieu d'une mesure ou un truc comme ça. Là, c'est pas normal. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement, quand ça fait, il n'y a pas d'instrumental sur le You. C'est pas normal, on est censé être au milieu d'un morceau. Alors soit c'est une pub qui a eu la chance d'être enregistrée au tout début et du coup le morceau commence comme ça, quoi. Sinon c'est un peu chelou. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un des arguments que je trouve les plus crédibles. En vrai, ce qu'il manque vraiment pour que ce soit un hoax, c'est un objectif, une raison d'exister. Souvent, un canular est fait pour l'attention ou l'argent. Les deux peuvent aussi aller ensemble. Là, Carl92 est anonyme. Personne ne sait qui il est et il n'a généré aucun revenu du tout sur son extrait. Mais après, et c'est sur ça que je vais vous laisser pour cette théorie du canular, créer de toutes pièces une légende de ce type en anonyme complet, je me rends compte avec le temps que c'est grave un truc que je pourrais faire moi-même en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiraient capables de créer un... Hold up. Slow down, my boy. C'est-à-dire la cassette dans le sentier, là. Les gars, c'est un truc qu'ils pourraient faire. La cassette dans le sentier, allez pas chercher plus loin. Je debunk tout ça, tout de suite. C'est un canular. C'est lui qui l'a monté de toutes pièces. C'est un fake. Ouais, c'est un fake. Comme par hasard, je suis en promenade. Ah, je suis tombé sur une cassette à terre. Je ne sais pas comment faire jouer la cassette, donc il faut la réparer. Hold up. Je vois dans ton petit jeu. Tu vas pas m'en voir. C'est debunked. Voilà, c'est dit. Je suis trop fort. Je vous ai dit. Je pourrais être un finder.
Je pourrais être moi aussi un finder. Yes, sir. Un truc comme ça juste pour la beauté du truc, ça doit pouvoir exister. Je suis donc un peu en demi-teinte sur la question. J'y crois un peu à la possibilité du fake, même si c'est un peu l'hypothèse qui empêche très vite d'avancer. La deuxième théorie pour expliquer le fait qu'on ne trouve pas l'origine du morceau, c'est celle de la publicité et de la télévision. C'est la théorie majeure, l'idée qu'il y aurait eu une pub pendant un bref instant, un show télévisé, peut-être même sur une chaîne locale qui a été enregistrée par mégarde. C'est là que pouvoir poser la question à Carl aurait pu être utile. Lui demander s'il avait des chaînes qu'il regardait en particulier à l'époque. Mais malheureusement, il est impossible à contacter. Personnellement, la piste de la télé locale est une des plus crédibles à mes yeux, et chercher dans les génériques de l'époque sur les chaînes locales étrangères pourrait être intéressant. La troisième théorie, c'est qu'on écoute la démo d'un artiste, la démo d'un morceau qui n'a soit jamais été réalisé, soit été réalisé plus tard dans une forme totalement différente. Ça n'explique pas forcément comment Carl a mis la main dessus, mais au moins ça permet d'essayer de trouver des artistes qui sonnent similaires pour ensuite les contacter et leur demander. Actuellement, on a pu voir que plein de pistes s'avéraient fausses, mais ça donne beaucoup d'espoir. Par exemple, là, au moment où j'écris ces lignes, ça fait 6 heures que des gens sur le Reddit d'Everyone Knows That ont contacté un certain Ken Kendricks pour lui demander par la suite sur WhatsApp s'il était à l'origine du morceau. Voici une comparaison entre les deux voix. Genre, c'est très très crédible. Et bien 6 heures plus tard, la piste a été débunkée par Ken Kendrick lui-même. Damn. Il y a beaucoup trop de gens qui chantent d'une manière similaire à l'extrait. C'est très difficile de déterminer si la voix est masculine, féminine. Le chant fait très fin années 90, la prod fait très années 90. Cette méthode de contacter des artistes qui sonnent similaires, c'est la méthode numéro 1 des gens qui font de la recherche de Lost Wave. Mais si c'est une démo ou une reference track, ça risque de prendre beaucoup de temps. Ouais, La quatrième théorie, développée récemment, c'est l'idée qu'on écoute une musique stock réutilisable. Ce serait probablement une musique de remplissage pas chère qui pouvait être peut-être achetée dans des banques de sons et musique de l'époque pour de l'utilisation pas chère. J'ai fait moi-même mes recherches un peu sur la question pendant toute une soirée et je ne sais pas vraiment si c'est une bonne piste. Mais ça ouvre un champ des possibles de fou car ça impliquerait qu'on pourrait... Man, le temps qu'il faut mettre, écouter les tracks un par un, man, that's insane. Wow. chercher pendant des heures dans des disques de l'époque et dans des banques interminables de morceaux de ce style. Peu d'espoir. Mais sinon, c'est le vide. Est-ce qu'on serait pas en face d'une fausse histoire ? Je sais pas, mais l'explosion de la mouvance Lost Wave depuis quelques mois est assez fascinante. Je pense que c'est une des rares recherches où il est agréable de ne pas trouver, peu importe les efforts investis. C'est vrai qu'écouter ces morceaux distordus, désagrégés, ces enregistrements d'enregistrements, ces CD pourrissants, ça a une atmosphère fascinante. C'est des œuvres qui s'expriment dans un vide, indépendamment de la vision de quelqu'un. Pas d'auteur identifiable, juste un morceau, une pochette, une esthétique. Des morceaux dont l'auditeur choisit l'identité. Ce que j'entends beaucoup quand je vois des gens parler du phénomène, c'est qu'ils ont l'impression que les morceaux viennent d'une autre dimension, d'un autre endroit. Comme si ces morceaux, leur nostalgie, étaient une brèche en elle-même dans un autre endroit possible, ou peut-être, les choses sont comme dans leurs souvenirs nostalgiques. Si vous allez sur YouTube et cherchez Unknown Song, Lost Song, vous verrez peut-être des gens qui ont commencé à poster des morceaux déjà existants, qu'ils détruisent eux-mêmes et rendent flous pour imiter l'esthétique de la Lost Wave. Ils la décrivent comme des morceaux perdus d'une autre dimension. Radiohead, Britney Spears, tous avec une image rappelant souvent celle de Everyone Knows That. C'est beau mais un peu triste qu'une des choses principales que les gens retiennent de la Lost Wave, c'est un désir d'échappatoire. De s'imaginer que ces morceaux viennent d'un endroit où peut-être les choses vont mieux. Je vous encourage à aller fouiller les CD de vos darons s'ils ont beaucoup écouté de musique, d'aller regarder les vinyles de vos grands-parents et d'aller vérifier dans les vides-greniers. Déjà, vous allez tomber probablement sur des trucs fascinants, mais surtout, regardez sur internet s'il y en a des traces. Vous avez beaucoup de chance d'avoir en vos mains peut-être un des futurs grands Lost Wave d'internet. Et ce genre de mystère, les internautes ne s'en lasseront jamais. En attendant, Imagine. la recherche continue. Ah, fire. Fire. Ça m'a plu. Yo, j'étais pas au courant de Lost Wave. Je m'abonne à Feld Up. Fire. Fire. Mais la suite. Ah, attends, il y a la suite. Lost Files. Lost Files.
On a Bonjour à trouvé tous, bienvenue Everyone dans ce Knows That. Findings complément Let's d'enquête. go! Pour que cette vidéo fasse sens pour vous, il faut que vous ayez vu le Findings sans. On l'a fait, on vient juste de le faire. Celui-ci parlait de musique perdue, la Lost Wave, et parlait notamment d'un cas de Lost Wave très connu, celui de Everyone Knows That ou Ulterior Motives. C'est essentiel d'avoir vu cette vidéo avant, et je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va rendre cette vidéo très drôle. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais quitté avec le dernier Findings en vous disant que Everyone Knows That allait probablement rester perdu pendant longtemps. Ce n'est plus le cas. Il a récemment été trouvé. Vous avez très probablement vu passer l'info parce qu'elle est très drôle. Attends. Si c'est Regarde, Elan de Feldup. Yo, mets ça dans le four. Mets ça dans le four. pas le cas, j'ai quand même concocté cette petite vidéo. Donc le On voit 28 le lien avril, il y a seulement. l'utilisateur OneTruth5867 sur Reddit qui va poster une vidéo avec l'enregistrement d'un morceau d'un groupe appelé Affair sur le subreddit de Everyone Knows That. Dans cet enregistrement, on trouve une voix qui rappelle l'enregistrement qui avait été posté à l'époque par Carl92. On entend également le même type de percussion. Ça semblait être une bonne piste. Et bien cette piste, celle du groupe Affair, avait été évoquée par l'utilisateur Hey Scarlett 9 mois auparavant, lorsque cette personne avait mentionné un personnage du nom de Christopher Booth. C'était un des membres du groupe Affair et il possédait une chaîne YouTube, mais la voix ressemblait pas vraiment énormément. La différence avec le post de OneTruth qui fait que les gens ont beaucoup plus porté attention à celui-ci sur le moment, c'est le petit texte qu'il avait mis en dessous. Dedans, il faisait mention que dans le répertoire de ce fameux groupe, il y aurait un morceau nommé Ulterior Motives. Il avait trouvé cette information dans des registres de la BMI et de la SOCAN, qui je crois sont des équivalents de la SACEM et de la c'est SCAM ça. en France. SOCAN, Le même jour, c'est canadien. C'est l'équivalence de... C'est qui ceux qui font les disques d'or, disques de platine, disques de diamant, là? Non, c'est... J'ai le nom sur le bout de la langue. Pas SACEM. C'est qui font les certifications, les gars? Non, c'est pas SACEM. Il y a un autre. Ou peut-être c'est un autre nom. La SNEP. Voilà. Voilà. C'est l'équivalence de la SNEP. SOCAN. La SNEP, ouais. la SOCAN, qui je crois sont des équivalents de la SACEM et de la SCAM en France. Le même jour, le 28 avril, le même utilisateur, OneTruth5867, se balade sur YouTube, probablement en train de chercher des informations sur les membres du groupe Affair, c'est-à-dire Philip Adrian Booth et le fameux Christopher Shane Booth qu'on avait mentionné plus tôt. Et en faisant ça, il va tomber sur la scène d'un film et se dire « Tiens, la musique sonne vraiment La très SACEM, c'est l'équivalence de SOCAN. Attends, SNEP, c'est autre chose. SNEP, c'est pas ceux qui font les certifications, justement. similaire à Everyone Knows That ». Et dans la description de la vidéo, il va se rendre compte que la musique avait été créée SACEM. par nos deux musiciens. Donc il va se mettre à chercher des films pour lesquels le duo de musiciens avait fait de la musique, et pendant 12 heures, il va se taper film après film. À un moment, OneTruth va commencer à fatiguer, donc il va demander à son ami, l'utilisateur South Pole Ball, de l'aider à écumer des films, et après quelques temps, il se met AFK alors qu'il était en train de chercher des infos sur un des films. Puis 5 minutes après, il va se rendre compte que son pote l'avait bombardé de messages. Oh. Il venait de trouver le morceau. Et c'est là que normalement tout le monde se dirait « Waouh, trop bien !» Et en vrai, waouh, trop bien, hein, je nie pas. Hein. Mais ce qui fait que cette histoire est incroyable et qu'elle mérite une update vidéo à elle tout seul, c'est la nature du film en question. Oh non. Oh non. Ne me dis pas que... Un film de Oh shit! Fallait regarder dans les pornos aussi. Hein, faut aller regarder partout, mais vraiment. Partout. C'est le twist auquel on s'attendait pas et c'est vraiment très drôle. Hein. Vous en avez peut-être entendu parler et c'est tellement glorieux. C'est pas si rare dans le domaine de la Lost Wave de trouver la source d'un extrait dans un film de ce type, mais ça rend tout l'historique de Carl92 vraiment très très drôle. Mais avant de commencer ça, Ah, le petit coquin. Ça veut dire que K92, il était là en train de se masser le pilon. Et peut-être qu'il a kiffé la vidéo. Il s'est dit, faut que j'aille la retrouver, mais il a oublié, tu vois, l'historique. Il s'est dit, peut-être qu'avec le son, K92, t'es un branleur. Ah! Yo! Il a créé tout un dénouement juste parce qu'il se branlait. Ah, le salaud. Waouh. j'aimerais quand même adresser certaines rumeurs. Je vais Yo. pas mentionner le film dont il s'agit. Why not? Simplement Mais non, nous aussi on veut la ref.
parce qu'il y a des gens jeunes qui suivent ma chaîne, mais on a pu voir se balader sur internet une rumeur selon laquelle les actrices présentes dans le film n'étaient pas consentantes et Oh, ok. On n'a plus besoin de la ref. autant je ne ferai jamais confiance à l'industrie de la pornographie, autant là, c'est très faux. La rumeur a fait pas mal de bruit sur le Discord de la recherche C'est faux? Alors donne la ref. avant d'être corrigée. Il s'agit d'une mauvaise lecture d'un article archivé du LA Times datant de 1987. Dans cet article, il est bel et bien dit que 2 membres de la société de production qui a réalisé le film ont été arrêtés par la police pour 17 chefs d'accusation, mais ça n'a rien à voir avec Oh. Ok, non, plus besoin de la tape. Non, on n'a pas besoin de la ref. le traitement des acteurs du film. Ils ont été arrêtés, de ce que j'ai compris, parce que les lois fédérales de leur état pouvaient considérer la production de films pornographiques comme étant de la prostitution. Car les actrices sont payées pour avoir des relations sexuelles. Les acteurs et actrices défendent justement les sociétés de production dans cette situation en disant que eux ils sont acteurs et ne faisaient que de l'acting et ça a Renvoie la ref. Let's go. mal été compris en fait. Il se roast le way. Yo, come on, man. Pas de blague comme ça avec mon nom, s'il te plaît. Quelque part dans la lecture, ça a merdé et les gens ont pensé que les acteurs n'avaient pas été mis au courant qu'ils allaient filmer des scènes de sexe. Et c'est faux. Depuis, l'information a été corrigée sur le Discord, mais j'ai vu l'information se propager un peu sur Twitter. Et même si vraiment l'industrie pornographique, c'est une de celles que je crois le moins au monde, c'est pas mon rôle de faire dire à des acteurs visiblement l'inverse de ce qu'ils ont dit 40 ans après. C'est pas mon rôle non plus de spéculer sur s'ils l'ont dit par contrainte ou non. Mais visiblement, il semblerait juste que ça a été une mauvaise lecture. Bon, maintenant revenons à la partie drôle. Ça a été trouvé dans un film de boules. Il y a tellement de choses fascinantes qu'on pourrait dire. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est semi-improvisé, semi-écrit. Christopher Saint-Bouffe est devenu actif sur les réseaux sociaux et a... Alors, Carl du 9-2, là, c'est pour ça qu'il était gêné de donner la ref. Il disait qu'il était en Espagne, mais il voulait pas donner les vrais trucs, les vraies infos. Yo! Ah! Coquinuva! C'est pour ça qu'il faisait le gêné, il a delete. Ah, ok, il est plus horny. So maintenant, j'ai plus besoin d'avoir la ref. Peut-être qu'il était marié, peut-être qu'il avait des enfants. Carl du 9-2. Découvert qu'on cherchait son morceau. Il a pris cette nouvelle notoriété avec beaucoup de positivité et il a teasé sur ses réseaux, sur TikTok et Instagram, qu'il allait poster une version complète de ce morceau avec cette incroyable affiche promotionnelle. Voilà, ça c'est de très bon goût. Le mec prend ça avec beaucoup de rigolade, avec beaucoup d'humilité. Et à l'heure où je tourne, demain il va faire une interview visiblement avec Rolling Stones. Donc je mettrai ici... Attends, c'est quand ça? Ok, c'est il y a 3 mois. C'est s'il y a des intéressant. informations intéressantes sur le sujet. Bonjour à tous, à l'heure où j'enregistre ça, l'interview avec Rolling Stones est sortie depuis environ 30 minutes. En vrai, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller la lire. Elle donne pas mal de contexte, mais en réalité, elle donne surtout un peu un regard sur la réaction émotionnelle qu'il y a quand une musique que t'as fait il y a 40 ans devient d'un coup un phénomène. Alors, il raconte que, en effet, il n'en avait jamais entendu parler du fait que Internet était intéressé par un très vieux morceau qu'ils avaient réalisé. Quelque chose de très explicable, voilà, quand t'es sur des réseaux sociaux, mais que tu es beaucoup plus vieux et intéressé par d'autres choses, tu peux facilement rater ce genre de truc. Ils ont bel et bien confirmé qu'ils utilisaient une drum machine Lindrum comme avait été théorisé à l'époque. Et en général, ils racontent un peu l'histoire de comment ils ont fini par faire de la musique pour des films Ils racontent un peu leur rapport avec cette industrie, le fait qu'en ce moment, eux, ils font plus du cinéma en vrai que de la musique. Attends. Non, je vais faire une navigation privée, là. Je vais passer dans mon feed. Dans mon historique. Ultérieur. Ah non. Oh, what the fuck? Freaky ass. Ah, le film, il s'appelle Angels of Passion, les gars. C'est ça, le film.
C'est pas Ulterior Motive, c'est Angel of Passion. Demande-moi pas comment j'ai trouvé. Je pense que Ulterior Motive, c'est juste, tu vois, 1986. Nous aussi, on peut faire des recherches, ok? Findings. Voilà. Attends, je mute 2 secondes. Ouais, Carl du 9-2, t'es un gros cochon, mon frère. Il se massait vraiment le pilon sur ça. Le film, il fait 89 minutes. 2 tiers du film. Calvis. Il est trop concentré. Ça, c'est le porno dans le temps avec les scènes et tout. Genre, c'est pas juste, il baise. Comment ce que je veux dire? Il y a toute une histoire derrière. Attends, 2 tiers. 89 divisé par 3. C'est genre 3, 6, 9. C'est genre à 60 minutes. Genre à 1 heure. Oh! Les gars! Attends. Yo! God damn freaky frog! Yo, attends. Yo, Twitch, ça c'est de la recherche. C'est... Attends. Vous allez entendre la musique. Yo, God damn freaky frog! Elle est en reverse cowgirl pendant que il y a la musique qui joue. Freaky ass nigga! Je vois les commentaires disent quoi? Oh, 67-30. Tout le monde avait la ref. Everyone knows that. Ah! Check, tous les messages sont branchés. Oh shit. Non, y a rien. Tous les messages sont branchés sur Everyone Knows That. On voit le lien. Va faire tes recherches tout seul. Le film, il s'appelle Ange de la Passion. Je vais pas t'envoyer un lien, là. T'es sérieux? Freaky Frog. C'est juste... projets qui vont venir, comment ils ont réagi à ça. On apprend qu'ils vont essayer au maximum de retrouver les masters originaux du morceau, mais que s'ils ne le trouvent pas, ils feront plutôt un remaster, et c'est probable que c'est ce qu'on va avoir. On a d'ailleurs eu sur Instagram le post des paroles officielles du morceau, okay. Et on apprend... Bon, j'allais te mettre un bas... En réalité qu'ils n'ont jamais dit « Everyone knows that », mais « Everyone knows it ». Donc voilà, l'interview est cool, je vous invite à la regarder, il y a plein de détails intéressants, mais vraiment aucune information beaucoup plus croustillante que ce qu'on a déjà eu. Voilà, donc je vous invite à aller la lire, elle est très intéressante. Mais ouais, c'est le bon morceau, le morceau est en entier, voilà, il est disponible maintenant sur YouTube. Le problème c'est qu'il y a des... il y a des bruits en fond, quoi, enfin c'est... Tout ça à cause d'un branleur. Et vous n'allez pas avoir que le morceau, vous allez avoir aussi pas des bruits, quoi. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Pour pointer du doigt plein de trucs très très drôles. Déjà, j'aimerais que collectivement, on exprime tous un peu de compassion pour toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient certains d'avoir entendu ce morceau une fois dans leur vie, qui vont devoir beaucoup d'explications. Et ensuite, la partie marrante. Carl92 a donc probablement menti depuis le début et c'est hyper drôle. La théorie principale actuellement, c'est que Carl92 regardait le film pour les raisons que vous imaginez et est tombé sur ce morceau au milieu de celui-ci et s'est dit « Waouh, il est quand même bien !»
Yo! ce morceau. J'aimerais bien savoir qui l'a fait. Et a inventé une petite histoire autour de Oh, celui-ci shit. en priant que les gens se rendent pas compte d'où ça venait. Voici les arguments. D'abord, voici le spectrogramme de l'enregistrement audio de Carl 92. C'est une image qui peut représenter un fichier audio Les cliquets pendant la nuit. C'est pour se masser le pilon, bro. de manière graphique. Et voici le spectrogramme du film. C'est exactement le même. Du coup, vous vous souvenez, on avait parlé de bruit de cliquetis, et on avait dit, ouah, c'est peut-être un appareil photo, etc. Les gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. Bon, maintenant, on sait d'où ça vient, hein, c'est des bruits de... Vous Hein? avez compris. Deuxième argument, Non! 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 Non, 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 non! Non, non, non! C'est pas lui qui a... Non! Bro, dis-moi pas, c'est lui en train de se... Non! Oh, aïe, 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 aïe. Non, non, what? Non! Fuck! ce passage de la musique est le seul dans le film où il n'y a pas de bruit de gémissement. À la milliseconde où l'extrait s'arrête, on a un bruit vous avez compris. Donc, il est clair et certain que Carl a fait exprès de le couper comme ça. Il y a genre aucun doute. C'est vraiment le seul passage aussi long. Ça commence vraiment au moment où les gémissements arrêtent et ça s'arrête au moment où ça recommence, quoi. C'est vraiment... C'est évident que c'est fait exprès. Quand les gens lui disaient que le morceau sonnait comme un morceau des années 90 ou 2000, il a fait une petite suggestion sur le fait que pour lui c'était plutôt dans les années 80 qu'il avait été créé. Comme si le book savait en fait quand le morceau avait été créé et qu'il voulait quand même aiguiller les gens dans la bonne direction sans pour autant se faire cramer. Il mentionne également que dans le DVD où il a trouvé l'extrait, il y avait d'autres fichiers, mais pas liés à cet extrait. Je pense savoir de quel fichier tu parles. Il fait rire en plus, c'est que le morceau commence vraiment au bout de 1 heure du film, quoi. Yo, bro, this is crazy. Et enfin, avec tous ces signes que Carl ment et cette durée très suspecte de l'enregistrement, le truc le plus suspect, c'est qu'il est parti pile au moment où le truc prenait de l'ampleur. On dirait qu'il a eu vraiment très peur que ça prenne. Quand il s'est rendu compte que les gens trouvaient pas et que des tonnes de gens commençaient à s'intéresser au sujet, il est parti en mode ouh là là, je veux pas que les gens sachent. Le mec, il a eu honte et il a eu peur qu'un jour, qui est arrivé maintenant, tout le monde sache qu'il a passé un bon moment, quoi. Je peux pas encourager du harcèlement. Le mec fait ce qu'il veut, hein, voilà, il fait ce qu'il veut avec son temps libre. Et en général, je me permets de faire ça uniquement parce qu'il est profondément anonyme et Non, Carl, t'es vraiment un branleur. Ça, je te certifie, frère. qu'il ne reviendra jamais et qu'il est impossible de savoir où il est actuellement. Sinon, je me serais pas permis, mais c'est quand même trop marrant, quoi. Par contre, j'aimerais exprimer une autre théorie. La théorie selon laquelle Carl est un troll. Pour moi, il est très probable que Carl savait déjà dès le départ d'où venait le morceau et quelle en était l'origine, et qu'il a fait ça non pas pour avoir le titre du morceau, etc., mais bel et bien pour que les gens tournent en bourrique pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le film en question et qu'ils se disent « Tiens, on a cherché pendant autant de temps, tout ça pour un film magnifique. » Je pense que c'est largement possible. Aujourd'hui, n'importe qui peut se balader et trouver une source un peu honteuse et obscure, poster un clip sur What's That Song, et si le morceau est suffisamment bon, ça peut créer un phénomène. C'est pas la première fois qu'un lost media que je traite sur ma chaîne finit par être trouvé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Genre par exemple, j'avais parlé à un moment d'un lost media d'une pub japonaise qui montrait des photos de criminels d'une manière extrêmement stressante sur un fond bleu, et jusque-là uniquement des recréations existaient. Et quelques temps après ma vidéo, on a trouvé une de ces pubs. Et il en reste encore quelques-unes, mais on a bel et bien la preuve qu'elle existe. C'était dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo également, je parlais d'un album du groupe Apathy, un groupe qui avait... Regarde ça, 5 Lost Media. Yo, ça donne des frissons, bro. Aïe, 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 aïe. Le visage, il a l'air défiguré, là, sur la gauche. Comment, man? Notamment comme chanteur, un mec qui a commis des en mettant des dans des boîtes aux lettres aux États-Unis. Man, what? Les States, là, c'est
Comme il avait dit à Jeune Crack. Otis School Shooter, bro. C'était un album qui était perdu et quelques temps après que ma vidéo soit sortie, l'album a été retrouvé. Pour moi, ça montre une chose, c'est que la force de recherche des Lost Media est de plus en plus forte. Et ça donne beaucoup d'espoir pour le cas de Lost Wave que tout le monde veut retrouver. Ça donne vraiment de l'espoir pour Blind the Wind. Voilà, donc cette vidéo c'était une petite update, également un moyen de vous donner quelques infos. Normalement la prochaine vidéo était censée être une FAQ et j'arrête pas de la retarder, mais voilà, je pense sortir la FAQ une semaine après le prochain Findings. FAQ. Qui a pris du retard, comme si je disais pas ça à chaque vidéo. Donc le prochain Findings a pris du retard à cause de raisons un peu nulles, mais normalement ce serait un Findings qui a un style un peu différent de l'habitude. Également la tournée se passe pour l'instant super bien, il y a plein de nouvelles dates qui vont arriver, il y en a plein qui sont là, hein, voilà. Voici les dates qui ne sont pas encore complètes. Je vous attendrai évidemment à la laiterie à Strasbourg, il reste encore je crois 200 places, donc ce sera un plaisir de vous y voir. Chaque concert. Come on, man. Lost Media, Lost Files.